Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'Université Marron. L'Université Marron fête ses 5 ans cette année. Donc, merci. Donc, depuis 5 ans, on organise 3 à 4 conférences par mois sur différents thèmes. Et ça, c'est sans statut social, c'est-à-dire on n'est pas une association et sans argent. C'est un concept d'éducation populaire itinérant. C'est-à-dire, je choisis le thème et le conférencier, et puis on fait le tour de la Réunion. On a 3 ou 4 sites sur lesquels on tourne. Je remercie donc le domaine qui nous reçoit ici une fois par mois, depuis 5 ans déjà. Donc les thèmes sont divers, hein. Et après, on a choisi cette solution-là, d'être sans statut et sans argent pour pouvoir être totalement libre de nos choix de thèmes. Et aussi, c'est un choix aussi de ne pas mettre en direct pour que les gens viennent, parce que je pense que c'est important aussi de se rencontrer. Aujourd'hui, c'est aussi une belle rencontre avec Laura Bénard et sa fille Candice. J'ai rencontré Laura Bénard il y a à peu près 3 mois et elle m'avait parlé de ce problème qu'elle venait du Québec. Bon, tu n'es pas une parole reconnue, belle personne, bienveillante. Je pense que tu as aussi développé ça au Québec. Oui. J'ai l'impression que c'est un pays aussi très bienveillant. Et moi, je pense que nous, on n'est pas très bienveillants envers nous-mêmes à La Réunion. On est bienveillant envers tous les gens qui arrivent de l'extérieur. Et entre nous, on est très dur entre nous-mêmes, avec nos congénères. C'est mon point de vue, hein. D'accord, c'est le mien. On envoie nos jeunes à l'extérieur. Est-ce qu'on leur donne une chance au moins de revenir, s'ils choisissent de revenir? Ils peuvent rester à l'extérieur s'ils souhaitent, hein, mais au moins qu'ils aient le choix d'y rester ou de revenir. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans la conférence, sinon tu n'auras plus rien à dire. En tout cas, merci à vous d'être là. Bonjour et bienvenue, merci de votre présence. Alors déjà, je tiens à remercier Jean-Pascal de m'avoir proposé à faire cette conférence. Donc avant de commencer, j'aimerais aussi vous dire que tout ce que je m'apprête à dire n'est que la perception en fait de ma propre, le reflet de ma propre perception, de mon propre ressenti, et que ça n'engage que moi et que je ne parle pas au nom des autres Réunionnais qui sont partis au Québec. Donc mon intention est de vous partager un petit bout de ma vie, de me livrer un petit peu, donc c'est quelque chose quand même d'assez intime. Et puis donc j'en profite aussi pour passer un petit coucou à Samuel Grondin. Donc Samuel, c'est un Réunionnais qui est installé au Québec depuis peut-être 16, 17 ans, 18 ans. Et lui, il fait des interviews de Réunionnais qui sont installés au Québec. Et donc il a une page YouTube. Une chaîne YouTube, pardon, et vous pouvez y voir justement les portraits des Réunionnais qui ont été interviewés depuis quelques années maintenant. Donc moi je suis le portrait numéro 52, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à y aller. Vous allez voir que je parle un peu à la mode québécoise, sans forcément avoir l'accent. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir ça. Donc je suis née moi à La Réunion, donc je m'appelle Laura Bénard, j'ai 36 ans. Je suis née à La Réunion en 1986. Mes 2 parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents y sont nés également. Donc mes grands-parents sont nés en 1923, 1926, 1928, 1934. Et ils venaient soit de Saint-Louis, Saint-Leu, Le Tampon ou encore Saint-Paul. Et moi, j'ai grandi avec l'idée un peu que pour réussir sa vie, il fallait quitter la sienne. Donc ça c'est quelque chose que... C'est ma vision, ça m'appartient. Je ne pense pas que tout le monde ait vécu ça comme ça. Mais j'ai toujours eu cette sensation qu'en fait, pour réussir, il fallait partir en quelque sorte. Donc, je pense que dans l'inconscient collectif, quand même, il y a beaucoup de Réunionnais qui pensent comme ça. On se dit toujours... moi, je me suis souvent dit, il faut que je parte. Quand je voyais un avion, j'avais hâte. Quand je voyais les autres partir, je me disais, moi aussi, un jour, je veux partir. Et j'avais l'impression, en fait, que La Réunion avait rien à m'offrir. Donc... je pense qu'être réunionnais, c'est grandir un peu avec ce rêve-là induit ou choisi en fait qu'un jour il faut partir. Comme si on n'avait pas d'autres options, d'autres choix. En fait, moi j'ai l'impression d'avoir grandi dans la peur un peu, parce qu'on entend il n'y a pas de travail, il n'y a pas de débouché, le taux de chômage est élevé. Donc j'ai grandi un petit peu avec cette peur et je pense qu'en fait c'est venu comme une évidence, et peut-être pour beaucoup de Réunionnais, qu'en fait il faut partir, que ce soit en France
métropolitaine ou ailleurs. Et j'ai l'impression que le fait de rester n'est pas forcément valorisé, on nous incite un peu à partir. Donc, bien sûr, le partir n'est pas un problème. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de formateur. En tout cas, moi, j'ai aucun regret d'être partie. Ça a été une très belle expérience. Et donc, moi, pour ma part, j'avais 21 ans quand je suis partie. Et donc, j'étais partie avec mon compagnon de l'époque et notre fille de 2 ans, qui est maintenant ma belle et merveilleuse Candice, qui a 17 ans. Et donc, je me souviens qu'on était passé par la plaine des Palmistes pour se rendre à l'aéroport. Et donc, je tentais d'imprégner dans mon esprit à tout prix les derniers paysages, parce que je ne savais pas quand j'allais revenir. Et j'exaltais, je jubilais de partir, mais à la fois, je me sentais un peu comme un arbre qu'on déracine. Et il faut savoir qu'il y a en moyenne 150 Réunionnais qui partent au Québec chaque année depuis 2003 ou 2004. Avec l'entente France-Québec, on a une bourse à hauteur de 700 € par mois, donc à peu près 1000 $ canadiens. Et c'est pour une durée de 3 ans. Donc les diplômes ne sont pas reconnus, on le sait tous. Et donc on ne pouvait pas dire on ne savait pas. Donc partir, je ne remets pas en cause le fait de partir, au contraire. Par contre, je remets en question le fait qu'on nous dise que notre diplôme ne sera pas reconnu ici, que notre expérience professionnelle et notre expertise ne sera pas reconnue à sa juste valeur, pas reconnue du tout en fait. Donc je trouve que c'est un peu... je trouve personnellement moi que c'est d'une violence inouïe en fait de nous dire ça. Mais parce que c'est lu, c'est approuvé, c'est consenti par nous et puis c'est dit de manière très transparente. Donc il semble en fait que cette vérité, cette réalité-là, elles conviennent à tout le monde. Et pour moi, en fait, une immigration choisie, c'est quand on ne se sent pas obligé de partir parce qu'on a l'impression qu'on est sans issue, qu'il n'y a pas d'autre voie. Une immigration choisie, pour moi, c'est quand on ressent l'envie et le besoin intrinsèque en fait de le faire, d'avoir envie de vivre une grande aventure, une belle aventure. Et puis si on pousse la réflexion un peu plus loin, ce sont les Réunionnais, les contribuables réunionnais et français qui payent en fait pour que ces projets d'immigration soient réalisables. Et c'est la société québécoise et les Québécois qui vont profiter de tous ces nouveaux diplômés, de tous ces nouveaux travailleurs. Donc je me pose la question, où est la plus-value en fait pour la société réunionnaise? Donc voilà, Candice, je te passe la parole. Donc bonjour, je m'appelle Candice, j'ai 17 ans et je suis née au Tampon. Donc pour commencer, je vais vous faire une petite introduction sur le Québec, son histoire, etc. Donc premièrement, le Canada c'est vraiment le pays où on parle majoritairement anglais et le Québec c'est une province du Canada où on parle majoritairement français parce que la province a été colonisée par les colons français. Mais il faut savoir que la plupart des Québécois sont soit bilingues ou alors ont un très haut niveau d'anglais parlé. Alors pour l'histoire du Québec, la colonisation de la Nouvelle-France commence officiellement avec la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain en 1608. La richesse de la colonie se base sur la traite des fourrures avec les autochtones. D'ailleurs, il y a eu plusieurs tensions avec ces peuples autochtones et aussi avec d'autres puissances coloniales, comme la Grande-Bretagne par exemple. Lors de la guerre de 7 ans, après la défaite de la France, la Nouvelle-France est cédée à la Grande-Bretagne par le traité de Paris qui a été signé en 1763. La Nouvelle-France devient alors la province de Québec. Ensuite, pour revenir aux tensions avec les autochtones dont j'ai parlé, je vais vous parler un peu de l'assimilation de ces peuples au Québec. Donc l'assimilation, ça consiste à obliger une personne à cesser d'être ce qu'elle est et l'obliger à devenir autre chose. Donc en réponse aux pressions exercées par les colons européens, c'est alors que les premières lois concernant les autochtones ont vu le jour en 1850. Donc en fait à l'époque le Canada était divisé en 2 parties, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Et c'est dans le Bas-Canada qu'est apparue la première définition légale d'un Indien. Et cette définition regroupe toutes les personnes de sang amérindien, toutes les personnes mariées avec des Amérindiens et demeurant avec eux, toutes les personnes issues de mariages mixtes,
et toutes les personnes qui, dans leur enfance, ont été adoptées par des Amérindiens. Donc ils ont vraiment été coupés de leur culture, de leur famille. Des dizaines de milliers d'autochtones ont été assimilés de force pendant plus de 150 ans dans des pensionnats gérés par le gouvernement où ils étaient victimes de mauvais traitements, de tortures psychologiques et physiques parfois. Donc les autochtones ont été vraiment forcés d'oublier leur langue, leur culture, leur tradition. Et ils devaient parler français, être catholiques et vraiment tout oublier de leur bagage, de leur héritage. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des autochtones vivent dans des réserves, donc des petits villages où ils vivent en communauté, et c'est majoritairement pour conserver l'unité de la communauté. Ça renforce l'identité des Premières Nations, leur culture, leur langue, leurs pratiques spirituelles et leurs traditions ancestrales. Donc, moi, je vais vous parler à proprement parler de mon expérience de vie en fait en tant qu'étudiant, salarié, puis ma vie en général au Québec. Moi, j'ai vraiment adoré en fait ma vie au Québec. Puis si c'était à refaire, je ferais tout pareil, les moments douloureux comme les moments merveilleux. Et je suis vraiment reconnaissante en fait d'avoir pu vivre cette expérience grâce à la région Réunion et puis tous les contribuables. Et voilà, je suis donc remplie de gratitude pour ça. Donc j'ai étudié pendant 3 ans au Cégep de la Pocatière, qui se trouve dans le Bas-Saint-Laurent. Et donc j'aurais beaucoup d'anecdotes à vous raconter, mais j'en ai sélectionné quelques-unes parce qu'en fait, alors là-bas on parle français, c'est francophone, mais les expressions, les mots, l'accent et tout font que ça nous demande quand même une bonne adaptation, surtout au début quand on arrive, on comprend pas tout. Et après, bon, avec la déduction, on met des mots ensemble, on comprend le sens, mais des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, je me souviens une fois, c'était vraiment au tout début de la première année. Donc, notre professeur, qui je pense à ce moment-là était Francis Ouellette. Donc, Francis, si un jour tu vois cette vidéo, je te salue. Il nous explique, en tant qu'éducateur, futur éducateur, éducatrice spécialisée, et surtout pour les femmes, à quel point c'est important de s'habiller de façon adéquate, pas sexy, etc. Et donc, il nous parle de crack. Il nous parle de crack, et moi, je regarde ma camarade de classe à côté de moi, qui est une Réunionnaise, et je lui demande, est-ce que tu sais c'est quoi une crack? Elle me dit non. Donc là, je me dis, ça a quand même l'air important, donc il faudrait qu'on ose lever la main. Donc je lève la main, et je lui dis, excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que c'est une crack? Donc là, toute la classe, évidemment, se met à rire. Et notre professeur nous explique que la crack, ça correspond au décolleté. Et il y a la craque des seins, comme ils disent, et la craque des fesses. Mais à l'époque, c'était voilà, la mode des tailles basses. Donc voilà. Et puis, il y a aussi, une fois, j'ai fait une journée d'observation dans une école secondaire qui correspond donc au collège, dans une classe ressources avec des personnes, des enfants en situation de handicap. Et mon rôle, voilà, c'était de me mettre au fond de la classe et d'observer. Je devais prendre des notes et répondre à des questions. Et à la fin de cette journée ou de ces 2 journées d'observation, le professeur qui m'avait accueilli me serre la main et me dit ben merci, tu as été pas mal commode. Donc je dis merci, je m'en vais, je marche jusqu'à chez moi à pied et tout le long du chemin, je me demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire, commode. La commode, c'est un meuble. Donc je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'ai pas fait le lien avec le mot accommodant ou accommodation. En fait, il voulait simplement dire que j'avais pas été dérangeante et que ça s'était bien passé. Et une fois, quelqu'un m'a dit « T'es donc pas un film, toi ?» avec l'accent québécois comme ça que je dois faire très mal. Et puis, je me suis dit « Ah oui !» Et puis, en fait, c'est ça, moi, je pensais qu'il parlait de ma taille de guêpe, mais c'était pas du tout ça. T'es ben fine, ça veut dire t'es gentille. Donc, voilà. Et puis, alors, quand on vit au Québec, je pense que tous les Réunionnais qui vivent là-bas depuis assez longtemps, ce qu'il faut savoir, c'est que les Québécois, ils mettent 2 fois « tu » dans la même phrase. Donc, tu veux-tu aller à Montréal ? T'aimes-tu ça, toi, le chocolat? T'en penses-tu quoi de telle affaire? Donc, tous les Québécois mettent 2 fois tu dans leur phrase. Et quand on vit là-bas assez longtemps, eh ben, on fait la même chose. Donc, quand je suis revenue à La Réunion, il fallait que je fasse attention. Parce qu'ici, les gens m'auraient regardé avec des gros yeux, là, quand elle dit 2 fois tu dans sa phrase. Et puis, il y a tout le reste du vocabulaire, en fait, qui est très riche et différent. Donc, on vous a préparé un petit lexique pour vous illustrer un peu la chose. Donc on ne dit pas un crayon noir, mais on dit un crayon de plomb. On ne dit pas une agrafeuse, une brocheuse. On ne dit pas un taille-crayon, une aiguise.
une trousse, un étui, un classeur. un cahier à anneaux. Donc, moi, je me suis habituée à tout ce vocabulaire, en fait. Et quand je suis revenue ici, donc l'année dernière, et que j'ai dû faire l'achat des matériels scolaires de mes enfants, et ben ça a été un peu compliqué parce que moi, je me rappelais plus, en fait, qu'est-ce qui correspondait à quoi, à part trousse, crayon et tout ça, voilà. Mais après, il y a d'autres choses. Et donc, j'ai dû appeler au secours à ma sœur quelques fois pour lui demander de quoi il s'agissait. Par exemple, le téléphone portable, ça se dit un cellulaire, et par diminutif, donc on dit un cell. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore des petits mots comme ça. Alors, ça fait 1 an que je suis là, j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes de parler comme les Français réunionnais, mais il y a encore des mots que j'utilise tous les jours et que j'arrive pas à rechanger, comme par exemple le cellulaire. Je dis pas téléphone portable, je dis toujours mon cell. Quand mes enfants se disputent, je leur dis arrêtez de vous chicaner, donc ça c'est resté. Et il y a plein de petites choses comme ça. Donc, par exemple, on ne dit pas de rien là-bas, on va dire bienvenue. Pour dire donc ou alors, on va dire fake. Ouais. Faire les magasins. Magasiner. Pas du tout. Pantoute. Et puis faire le supermarché, c'est une épicerie. Donc on va pas faire les courses, mais on va faire son épicerie. Une voiture, c'est un char. Et puis une machine à laver. Une laveuse. C'est ça. Donc discuter, c'est jaser. Et se fâcher fortement, c'est... péter une coche. Voilà. Et on dit pas des savates, on va dire des gougounes. Et là-bas, on drague pas, on crouse. Ouais, on tombe pas amoureux, on tombe en amour. Voilà. Et puis, on dit pas bonjour, enfin oui, on le dit, mais de façon générale, les gens vont vous dire bon matin. Être fatigué, c'est être brûlé. Et là-bas, c'est pas le petit déjeuner, dîner, c'est déjeuner, dîner, souper, même si vous mangez pas de la soupe. Un sac à main, c'est une sacoche. Et donc, si vous êtes invité à une soirée fille, moi, une fois, on m'a invité à une soirée sacoche. On m'a dit, Laura, tu veux venir à notre soirée sacoche? Mais c'est quoi une soirée sacoche? Donc, c'est ça, c'est une soirée fille. Et puis, votre femme, votre petite amie, votre petite copine, c'est votre blonde. Alors qu'elle soit rousse, brune ou blonde, c'est votre blonde. Et votre petit copain, votre mari, c'est votre chum. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à perdre, chum. Je le dis encore des fois. Et puis, donc, vous voyez à quel point c'est important en fait de s'adapter, de comprendre, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'incompréhension. Ça m'est arrivé souvent. Bon, après, c'est jamais grave, hein, c'est drôle, mais voilà. Donc, le Québec, alors c'est aussi, au niveau de l'alimentation, c'est aussi toute une découverte, c'est très différent, surtout nous, on mange très épicé et tout. Donc, il y a la fameuse poutine. Alors, la poutine, c'est l'équivalent un peu de notre malbouffe ici quand nous, on décide d'aller manger un américain bouchon, par exemple. La poutine, c'est des frites avec une sauce brune, donc une sauce à poutine, et du fromage en grains. Et en fait, c'est un fromage qui n'a pas vieilli, qui n'est pas mature. Et quand on le mange, quand on le mâche, il est un peu caoutchouteux et ça fait couche-couche. Donc ça s'appelle du fromage couche-couche là-bas. Et une poutine sans fromage couche-couche, c'est pas une vraie poutine. Et donc, pour votre information, si ça vous intéresse d'y goûter, à Saint-Pierre, il y a un snack qui s'appelle la Casa Poutine qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est dans l'année. Et Candice a eu l'occasion d'y aller cette semaine, hein, tu es partie, donc moi j'ai pas encore goûté, donc si tu veux nous dire comment tu as trouvé la poutine. Oui, bah, en fait depuis qu'on est arrivé, j'essaie de refaire la recette et tout, mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais là, comme c'est des Québécois qui ont ouvert le snack, c'est vraiment... c'est une vraie poutine, quoi, donc ça fait du bien. J'ai même pleuré en la mangeant. Du coup, oui, c'était très bon. Et puis Candice m'a dit aussi qu'ils vendaient des queues de castor là-bas. Moi, j'adore les queues de castor. Comme on dit au Québec, je suis une bibite à sucre. Donc, une bibite à sucre, c'est quelqu'un qui a une forte appétence pour le sucre. Donc, j'aime beaucoup ce qui est sucré. Et j'adore les queues de castor. Les queues de castor, c'est une sorte, si on peut dire, c'est comme si c'était une pizza, mais c'est pas une pâte à pizza. Et dessus, on peut mettre toutes sortes de choses et de variantes, donc du chocolat, des bananes, de l'érable, des noix, des Smarties, enfin, on peut laisser aller notre imagination. Et c'est très, très bon. Et donc, ça m'amène à vous parler justement aussi des cabanes à sucre. Alors, les cabanes à sucre au Québec, est-ce que certains d'entre vous connaissent, avaient entendu? Oui, d'accord. Donc, une cabane à sucre, c'est une cabane perdue dans la forêt, dans une forêt d'érablières, donc entourée d'arbres
qui font de l'érable. Et ces arbres sont rattachés entre eux par des tuyaux. Et en période de gel et de dégel, donc au mois de mars, c'est-à-dire que la nuit il fait encore froid, donc ça gèle, le liquide, l'eau d'érable. Et la journée, comme il fait un peu moins froid, mais il fait quand même encore très froid, c'est la période de dégel. Et c'est à ce moment-là que l'eau d'érable coule, va dans les tuyaux, va dans les chaudières, etc. Et l'eau d'érable, quand on la chauffe, ça fait du sirop. Puis si on la chauffe encore à des degrés plus hauts, ça devient de la crème d'érable. Enfin, je ne suis pas une professionnelle, je raconte juste ce qu'on m'en a expliqué. Donc voilà. Et donc la cabane à sucre, c'est quelque chose de très traditionnel. Tout le monde au mois de mars est occupé à aller à la cabane à sucre en famille, entre amis. Et ça a un côté un peu familial, rustique. Donc le principe de la cabane à sucre, c'est de manger des produits de l'érable ou des repas qui sont faits à base d'érable. Donc ça peut être on peut aller bruncher dans une cabane à sucre. On va manger des œufs brouillés à l'érable, des beans à l'érable, des crêpes à l'érable, de la viande à l'érable. Enfin, du jambon à l'érable. On peut tout faire à l'érable. C'est vraiment très bon si on aime l'érable. Et puis, il y a du beurre d'érable, du sucre d'érable, du sirop d'érable. Et on peut y manger de la tire aussi. Donc, de la tire, on prend de la neige qui est propre. On verse le sirop chaud sur la neige. On prend un bâton en bois, on tourne. Et du coup, avec le froid et le chaud, ça fait un contraste et ça devient dur. Et c'est comme si on mangeait une sucette. Et donc, voilà pour la cabane à sucre. Et puis, il y a aussi, là-bas, il y a les Tim Hortons. Est-ce que vous savez c'est quoi un Tim Hortons? Non. Donc un Tim Hortons, c'est une sorte de McDo, mais que pour les choses sucrées. La première fois que je suis rentrée dans un Tim Hortons, le temps s'est arrêté. Il y a des beignets, des donuts de toutes sortes. Là-bas, on ne dit pas des beignets et ni des donuts. On dit des beignes. Et donc, c'est un endroit très chaleureux, très... Bon, après, c'est la société de consommation, hein, ça reste une sorte de McDo, voilà, mais... Je trouve que l'odeur du café, de tous les beignets, de tous les cookies, c'est très réconfortant, très rassurant. Et on y est allé, je pense, la 2e ou la 3e journée après notre arrivée. Donc nous, on était arrivés à Montréal. On avait passé notre première nuit là-bas. Et après, on s'est dirigé à la Pocatière, donc c'est à peu près 4 heures de route. Donc voilà. Et puis, le Québec, c'est aussi le pays des 4 saisons. Donc ça m'a changé beaucoup de la Réunion. Hein. Et c'est surtout l'hiver. Alors là-bas, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui adorent l'hiver et qui l'attendent avec impatience pour faire du ski, du snowboard, du patinage. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore en hiver? C'est pas mal ça, hein? De la luge. De la raquette, merci, oui. Et de la luge, oui. Et puis de glisser sur des tripes. Alors, une tripe, c'est comme une sorte de grosse bouée bien très énorme. On s'assoit dessus et on glisse, les enfants adorent ça. Et la raquette, effectivement, c'est de marcher sur comme des trucs qui ressemblent à des raquettes de tennis pour pouvoir marcher sur la neige, parce que sinon on s'enfonce évidemment si la neige n'est pas tassée, qu'il ne fait pas assez froid et que voilà. Et donc, comme je disais, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui l'attendent avec impatience, qui font du skidoo. Donc du skidoo, c'est du motoneige, qui louent un chalet, qui font du ski et puis qui, à la fin de la journée, se retrouvent dans un spa à l'extérieur à moins 30 pour relaxer entre amis et voilà. Et puis il y a les autres, donc je vous laisse découvrir dans quelle catégorie moi je me trouve. Moi, j'aimais pas trop l'hiver. Au début, ça allait, hein, c'était la lune de miel, on découvre, c'est beau, la neige elle tombe, c'est magnifique, c'est féerique. Mais au bout de quelques années, ça devenait difficile. Et moi, j'ai découvert ce qu'était la dépression saisonnière, en fait, au Québec. Donc, la dépression saisonnière, c'est quelque chose qui existe pour de vrai. C'est une petite déprime qu'on ressent en hiver parce que la baisse, la diminution de la luminosité, en fait, il fait jour à partir de 8h le matin, 8h30, et il va faire nuit à partir de 4h en hiver. Donc à ce moment-là, tout le monde est au travail ou à l'école, donc on est tous dans des bâtiments, on n'est pas trop au soleil, et puis quand bien même qu'on serait à l'extérieur, on est tellement habillé que très peu de notre peau est exposée.
Et le soleil nous apporte de la vitamine D qui voilà, est importante pour notre bonne humeur. Voilà. Donc, moi, il y a quand même 2 activités que j'aimais faire. J'aimais beaucoup faire de la randonnée, justement, en raquette, ou si la neige est bien tassée, on pouvait en faire sans raquette. Et faire de la randonnée en hiver, c'est vraiment beau. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, par exemple, le film Narnia. Là, c'est beau, c'est magnifique. Donc, c'est assez féerique. C'est comme dans les films. C'est très... c'est magnifique. Et l'autre activité que j'aimais beaucoup faire, c'était d'aller au spa. Donc, alors là-bas, il y a comme des sortes de... C'est pas des vraies sources chaudes, parce qu'il n'y en a pas vraiment comme dans certains pays. Mais par contre, ils ont reproduit ce côté très naturel, donc creusé dans la pierre et tout. On dirait vraiment que c'est des sources chaudes naturelles. Et le principe du spa, c'est d'aller dans l'eau très chaude, d'aller dans l'eau très froide, d'aller dans l'eau très chaude et d'aller dans l'eau très froide. Moi, j'allais juste dans l'eau très chaude. Mais j'ai quand même essayé une fois, parce que je me suis dit, je ne veux pas mourir idiote, donc je l'ai vraiment fait une fois. Je suis allée dans l'eau froide. Alors, quand on dit froide, c'est glacé. Hein. Et après, je suis allée dans l'eau chaude et on a cette espèce de sensation, on a l'impression qu'on a des aiguilles, là. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, qui nous transperce le corps. Ça dure quelques secondes, c'est un peu désagréable, mais après, voilà, c'est très bon pour la peau et la circulation du sang et tout. Et dans les spas, il y a aussi donc des hammams, des saunas, et puis il y a plusieurs petits endroits comme ça sur le site, sur le domaine, où, par exemple, il y a une yourte, et au milieu de la yourte, il y a un feu de foyer, et tout autour, il y a des hamacs d'entourés, puis là, il y a des musiques zen, de relaxation, de méditation, donc c'est parfait pour les gens qui veulent faire du développement personnel. Il y avait aussi des cavernes de sel, donc vous allongez, là, c'est une pièce faite en sel de l'Himalaya, je crois, si je ne me trompe pas, du sel rose. Et donc, c'est très bon pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires et tout. Donc, moi, ça, c'était mon activité préférée. J'ai aimé l'hiver juste pour ça. Puis l'hiver, au Québec, alors avec les fêtes, avec Noël, c'est un peu comme à l'américaine, c'est-à-dire que les maisons sont toutes décorées, illuminées, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, les Québécois sont très investis, en fait, dans toutes les petites fêtes qu'il peut y avoir, comme Halloween, Pâques, tout est décoré. Les gens achètent des bonbons pour Halloween pour que les enfants passent et tout. Les gens sont vraiment impliqués dans les fêtes comme ça. Puis vivre au Québec, c'est aussi voyager. Donc moi, je suis allée à New York, à Ottawa, à Toronto. J'ai visité les chutes du Niagara. On a visité pas mal aussi tout le Québec. Donc le Québec, c'est les forêts, c'est les grands espaces, c'est les lacs, c'est la pêche, la chasse. Donc si vous aimez la nature, là-bas, vous êtes au bon endroit. Donc c'est ça, quand on partait en vacances, on faisait souvent de la randonnée, du camping sauvage, du kayak, on a fait la croisière aux baleines, on allait au lac, on faisait du pédalo, puis quand on faisait des feux de camp, on mangeait des s'mores. Donc si tu veux expliquer c'est quoi des s'mores? En gros, des s'mores, c'est un dessert qu'on fait autour d'un feu de camp. On fait griller des guimauves, donc des marshmallows. Et ensuite, on fait un espèce de sandwich avec des biscuits sablés, un carré de chocolat et la guimauve. Et du coup, comme la guimauve est chaude, ça fait fondre le chocolat et tout, c'est délicieux. Voilà, donc c'est aussi, on va dire, une sorte de tradition. Un feu de camp sans s'mores et sans guimauve, c'est pas un vrai feu de camp. Alors, donc moi je garde de très bons souvenirs. On partait en vacances chaque année et nous, on s'était donné une règle, c'était de partir dans un nouvel endroit, de jamais partir 2 fois au même endroit. Parce que je pense qu'inconsciemment, je savais qu'un jour je partirais et je voulais voir le maximum d'endroits. Donc on ne partait jamais au même endroit et ça nous a permis de découvrir vraiment beaucoup d'endroits merveilleux, quoi. Et donc c'est bien beau tout ça, mais il y a aussi le travail. Donc moi, j'ai jamais eu de difficulté à trouver du travail. Là-bas, c'est les employés qui vous supplient presque de... C'est les employeurs, pardon, qui vous supplient presque de les choisir, en fait. Je caricature un peu, mais il y a un peu de vrai, parce que le travail là-bas, c'est comme l'amour, un perdu, 10 de retrouver. Si un jour vous avez l'opportunité d'y aller, vous allez voir que c'est écrit partout, sur des grands écriteaux, nous embauchons. Donc voilà, et puis là-bas, c'est jamais trop tard en fait pour se reconvertir. C'est pas rare de voir des gens qui ont 40, 50 ans
refaire des études et faire une reconversion professionnelle. Moi, par exemple, dans mon cours en éducation spécialisée, j'avais 3 personnes qui avaient plus de 40-45 ans. Et puis là-bas, les jeunes, dès 15, 16, 17 ans, travaillent tôt en fait. Il manque beaucoup de main-d'œuvre là-bas, la population est vieillissante. Donc vous allez voir de façon très banale des jeunes de 15, 16, 17 ans travailler dans des stations-service, au McDo, au Tim Hortons, dans les camps de vacances. Donc les week-ends, hein, même en période scolaire, les week-ends, les jours fériés, pendant les vacances. Et donc voilà, on fait confiance aux jeunes et moi je trouve que c'est bien en fait parce que ça me faisait bizarre au début de voir autant de jeunes et puis même pour faire garder nos enfants quand on travaille ou qu'on veut faire une sortie en amoureux, là-bas c'est pas rare de voir des jeunes de 12, 13 ans mettre des annonces et puis vous les appelez et puis ils vont garder vos enfants pour que vous fassiez votre sortie. Donc j'ai fait ça, j'étais un peu hésitante, je me disais une jeune fille de 12 ans qui va garder ma fille, je suis pas sûre. Mais finalement, non, ils ont des cours de gardienne avertie. Donc, Candice, toi aussi, tu avais passé ton cours de gardienne avertie à 12 ans, je pense, 11 ans. 11 ans qu'on fait. Et donc, toi aussi, tu faisais ça là-bas, tu allais garder des enfants, ça te permettait d'avoir un peu d'argent de poche. Ouais. Et puis de te responsabiliser aussi en même temps. Donc, pour en revenir à ça, je trouve que ça leur permet d'acquérir très tôt, en fait, une certaine autonomie financière et puis de savoir gérer un budget. Et donc, c'est pas rare là-bas de voir des jeunes de 20-25 ans qui ont une maison et une voiture. Alors, le Québec, c'est aussi le pays du féminisme. En 15 ans, je ne me suis jamais fait siffler, draguer ou regarder avec insistance dans la rue, ce qui est tout à fait l'inverse à La Réunion. Je me suis toujours sentie en sécurité. Alors, ne faites pas ça, mais moi, je laissais souvent la porte de ma maison ouverte ou ma voiture ouverte. Nos vélos étaient dehors, on ne s'est jamais rien fait voler, on ne s'est jamais fait agresser vraiment. C'était une charge mentale en moins, on va dire. C'est aussi le pays de la bienveillance, oui. Les gens sont très gentils, les gens aiment que vous réussissiez, que vous atteigniez vos objectifs. Il n'y a pas de jalousie ou de compétition. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, peut-être que j'ai su m'entourer des bonnes personnes, mais non, vraiment, je pense que globalement, les Québécois sont comme ça. Donc c'est le pays aussi de l'éducation positive et puis du patriotisme. Alors, je ne pense pas avoir connu de Québécois en 15 ans qui n'est pas fier d'être Québécois. Et en fait, être Québécois, c'est acheter local, c'est soutenir les artisans et les commerçants du Québec. Il y a même un logo ou un slogan, si je puis dire, qui a été créé. Pour ça, ça s'appelle les produits du Québec ou les produits d'ici. Et quand vous entrez dans les supermarchés, donc nous, nos supermarchés, nos épiceries s'appellent IGA, Maxi ou Métro. Donc c'est l'équivalent de nos Carrefour, nos Hyper U, etc. Et donc il y a toujours une section avec les produits du Québec et les produits d'ici. Donc c'est aussi le pays du recyclage, du compost. Et voilà, d'avoir son propre potager, tout le monde a un potager. Et être québécois, c'est aussi être persuadé que ces tomates, c'est les meilleures du Québec. Donc voilà, un bon Québécois, il défend son accent, son parler, ses traditions, il est fier, il est solidaire et il est patriotique. Ce qui m'a amené, moi, au début d'une longue réflexion personnelle, en fait. Qui je suis ? Pourquoi, moi, je n'ai pas ce sentiment d'appartenance à La Réunion ? Pourquoi, par exemple, moi, le Maloya, ça ne me parle pas plus que ça ? C'est quoi le nom des artistes réunionnais, des écrivains réunionnais ? C'est quoi l'histoire de mon île à part celle qu'on a bien voulu m'apprendre à l'école ? Et pourquoi, en fait, je ne parle pas créole ? Et puis ça m'appartient vraiment parce que je dirais que la plupart des Réunionnais qui sont là-bas entretiennent vraiment, ils parlent créole, ils aiment le Maloya et tout, mais ça, c'est vraiment, voilà, personnellement à moi, je me suis posé toutes ces questions. Et donc, s'en est suivi de tous ces pourquoi d'autres questions. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quelles sont mes priorités ? De quoi j'ai besoin ? Où je veux vivre ? Alors, cette question-là, où je veux vivre, elle était très omniprésente dans mon esprit. De qui je veux m'entourer et qu'est-ce que je veux inculquer à mes filles, en fait ? Parce que j'ai 3 filles, dont 2 qui sont nées au Québec et qui ont la double nationalité. Et je vous avoue que
quand mes deux petites ont commencé à avoir l'accent québécois, j'ai eu un pincement au cœur. En fait, je me suis dit, ici, c'est pas leur culture, c'est pas leur causée, c'est pas leur tradition. Et donc là, elles ont l'accent québécois, elles vont apprendre l'histoire du Québec, elles vont manger, vivre, respirer québécois. Et j'avais l'impression, en fait, de tuer ma culture à petit feu comme ça. J'avais envie que ma culture grandisse à travers elles et vive à travers elles. Donc je pense que j'avais aussi ma part de responsabilité parce que j'ai pas entretenu ça. Donc voilà, mais tout ça, ça m'a fait réfléchir et ça a été le début en fait de mon envie très intense de rentrer et de découvrir qui je suis. J'ai l'impression d'avoir découvert que j'étais réunionnaise au Québec. Donc ça aura au moins servi à ça. Donc ma décision était prise, donc il devenait fondamental pour moi en fait de quitter le Québec, c'était même devenu vital. Mais avant, j'avais envie de partir avec un sentiment d'apaisement, j'avais pas envie de partir pour fuir, parce que j'avais déjà l'impression, je pense, d'être partie de la Réunion pour fuir peut-être une situation économique ou autre. Et donc j'avais pas envie de refaire cette erreur de encore partir pour fuir, donc j'avais besoin un peu de guérir mes blessures d'injustice, de me défaire de mes croyances limitantes, de mes préjugés, de mes peurs. Donc je devais pardonner aussi, accepter mon expérience comme un privilège et une chance et non pas comme quelque chose de subi. Donc voilà, quand tout était apaisé en moi et que je me sentais mieux, et ben, que mon discours interne changeait tranquillement. Le moment était venu, en fait, ce moment-là de rentrer à La Réunion. Donc, une fois les voitures vendues, la maison vendue, les lettres de démission données et les valises prêtes, je peux te dire vraiment que je suis née une deuxième fois le 12 juin 2021, donc c'était l'année dernière. Quand mes pieds ont foulé le sol réunionnais, mon sol, en fait, ma terre, mes racines, mon île, et je me suis dit, ici, c'est chez moi. Et en fait, j'ai ressenti un soulagement et un apaisement de me dire, ça y est, je pars plus, je suis pas en vacances, je reste ici pour toujours. Donc je me suis sentie envahie d'un sentiment de sérénité qui ne m'a plus jamais quittée depuis. Donc voilà, à toi Candice. Donc moi personnellement, comme toi, avant, comme tu as dit, j'ai jamais ressenti cette appartenance et ce patriotisme par rapport à la Réunion parce que quand je suis partie, j'avais 2 ans, donc j'ai aucun souvenir. Pour moi, toute ma vie, c'était le Québec. J'ai jamais cherché à en apprendre plus, non plus, ça m'intéressait pas vraiment. La Réunion, pour moi, c'était la plage, le maloya, le créole, que je comprenais pas trop d'ailleurs. Donc vraiment, dans mon cœur, pour moi, j'étais québécoise. Et enfin, même de ce côté, au début, ça a été un peu compliqué. Je me sentais pas complètement à ma place auprès des Québécois. Et j'avais la constante impression de devoir prouver quelque chose, en fait, pour me sentir à ma place. Par exemple, au début, quand on me demandait ouais, Candice, t'es née où et tout, soit je mentais, je disais le nom d'une ville au Québec, ou alors j'esquivais la question carrément, vraiment. J'avais un peu honte de mes origines. J'avais vraiment cette pression de me faire accepter, d'avoir la validation des autres, en fait. Je voulais vraiment qu'on me considère comme une Québécoise et non comme une Réunionnaise, parce que pour moi, c'était ce que j'étais. Je voulais vraiment rien savoir de la Réunion. Je sais que pendant plusieurs années, tu me disais qu'on allait sûrement rentrer et tout. Mais pour moi, c'était un peu irréel, c'était flou parce qu'il n'y avait pas de date précise. Mais c'était quand même une idée qui était dans un coin de ma tête et je me disais, mais non, je ne veux pas rentrer, je déteste la Réunion et tout. Et donc, oui, je m'efforçais d'écouter des chansons québécoises, d'avoir toutes les références culturelles, les films, les célébrités, les dessins animés. Je prenais même leur accent. Et au bout d'un moment, après quelques années, j'ai vraiment commencé à ressentir cette fierté, ce patriotisme. J'aimais la poutine, les Cowboys Fringants, c'est un groupe de musique. J'aimais la culture, l'histoire du Québec. J'aimais ma province, ma terre, mon petit coin de paradis. Vraiment, je me sentais chez moi. Et je me sentais enfin à ma place, jusqu'au jour où mes parents m'ont dit, dans 1 an, on part, on rentre à La Réunion. Je me suis dit, quoi, mais 1 an, c'est très peu. J'avais 1 an pour fabriquer mes derniers souvenirs,
un an pour profiter de mes amis qui sont les meilleurs que j'ai jamais eu d'ailleurs. Parce que je savais très bien que même si on se disait ouais t'inquiète on va garder contact et tout, je savais qu'après 1 ou 2 mois on allait s'oublier. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Et j'avais 1 an pour dire au revoir à tout ce que j'avais toujours connu. J'avais l'impression de vivre un peu avec une date de fin, comme si dans 1 an, au lieu de partir à La Réunion, j'allais mourir. Donc j'essayais un peu de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Monter dans le bus jaune, aller à l'école secondaire. Un peu attristée de ne pas avoir mon bac définissant que j'attendais depuis 4 ans. Attristée aussi de ne pas pouvoir obtenir mon diplôme d'études secondaires. Entourée de tous les professeurs qui m'ont aidée, qui m'ont encouragée, tous les amis qui m'ont épaulée. Tous les jours, je me remémorais tous mes souvenirs parce que je pense que j'avais un peu peur de les oublier en arrivant ici. Mon voyage scolaire à Boston, oui d'ailleurs là-bas on dit pas Boston, on dit Boston. J'ai pu voir le campus d'Harvard, les fous rires avec mes amis sur le bord du fleuve Saint-Laurent, les balades dans la neige, à la montagne, à la forêt, les balades un peu partout dans la province, en Gaspésie, à Montréal, dans les parcs nationaux, à Lévis, Québec, Matane, Rimouski. Ma Provence à moi, que j'étais forcée de quitter. Je me sentais arrachée, déracinée, un peu kidnappée, parce qu'on m'emmenait loin, dans un endroit que j'avais toujours détesté, et la partie de moi que je m'étais toujours efforcée de cacher et d'enfouir, j'allais devoir y faire face. Et au début, ça a été difficile. J'aimais pas du tout La Réunion. Je me sentais très dépaysée, la musique, les coutumes, la façon de parler. Et je me permets de te couper. Je me souviens que Candice, quand on lui a dit qu'on partirait, elle m'avait dit, et on en parlait souvent, elle me disait de toute façon, moi je veux pas me faire d'amis, je vais pas sortir, je vais juste aller au lycée, rentrer à la maison et je ferai rien d'autre. Et mon Dieu, quand on est arrivé au bout de même pas 1 mois, elle avait plein d'amis et maintenant c'est elle qui chante roulement, roulement, roulement. Elle me fait rire parce qu'elle a fait complètement l'inverse en fait. Et je suis heureuse en fait de voir que finalement La Réunion lui plaît. Elle s'est fait beaucoup d'amis et puis des amis aussi qui te sont chers. Et puis elle écoute de la musique créole, elle mange créole. Et elle écoute plus de musique créole que moi je pense. Oui, au début j'étais vraiment résignée, je me disais non, je déteste La Réunion et tout, je veux pas vivre là-bas, je m'amuserai pas, je serai pas heureuse. Mais bon, les choses changent. Voilà, quand j'ai entendu Candice la première fois chanter Comment oral ça, là, je me suis dit là c'est bon, elle est intégrée. Mais oui, au début ça a été difficile, je me sentais pas à ma place. J'étais vraiment plongée dans l'inconnu total et j'avais un peu l'impression de me noyer. Aucun moyen de remonter à la surface pour respirer. J'essayais de retrouver un peu du Québec, je pense, partout où je regardais, mais c'est tellement des endroits différents, j'ai vraiment pas réussi. Enfin, tout est différent, je paniquais un peu. On t'inquiète pas de jeune, comme ça on a des similitudes. Pas de jeune connaît. Oui. C'est la même façon de communiquer que la musique cajun, la musique de là-bas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, du coup, je paniquais un peu jusqu'à ce que je me suis dit... Enfin, je me suis rendu compte que je suis toujours sur la même planète, quoi. Le Québec, il est encore là, il n'a pas disparu. C'est temporaire, si je veux rentrer, je vais rentrer. Et puis il y a pire aussi comme... Il y a pire que de vivre sur une île avec l'océan, le sable blanc, les mangues, les litchis, tu vois. C'est vrai, il y a pire comme vie. Ouais. Et je me suis dit, Candice, respire, calme-toi, regarde autour de toi et apprécie le mélange de cultures, ces gens chaleureux, accueillants, qui sont fiers de leur île, qui sont proches des autres, toujours là pour aider. Apprécie leur nourriture, leurs coutumes, leur créole, leur façon de vivre. Parce que c'est aussi ta nourriture, ton créole, tes coutumes et ta façon de vivre. Je me suis dit, ma fille, t'es réunionnaise, que tu le veuilles ou non, donc prends sur toi et apprécie, tu retourneras au Québec quand tu veux. Et t'as aucun contrôle sur la situation, donc lâche prise. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à remonter à la surface et que j'ai recommencé à respirer.
Et donc, alors à notre retour, je savais sans surprise que voilà, mon diplôme ne serait pas reconnu. Mais je suis venue avec une phrase en tête que je garde encore et que je mets en application dans toutes les situations de ma vie. Au lieu de me demander pourquoi ça m'arrive, je me demande qu'est-ce que ça m'apprend. Et puis, je me dis, si ça ne marche pas, je ferai une reconversion professionnelle parce que, en fait, je suis quelqu'un d'optimiste et très positif dans la vie. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, le travail ne détermine pas ma valeur, l'appréciation que j'ai de moi, mon niveau de bien-être, mon niveau de bonheur. Donc je suis toujours prête à faire autre chose et je pense que l'univers a un plan pour moi. Et donc j'essaye de lui faire confiance. Donc le Québec, c'est une province formidable et je sais que Candice, elle va y retourner. J'ai confiance. Je préfère encore à la limite qu'elle parte au Québec qu'en France parce que je serai plus sereine de la savoir là-bas dans ce pays où je trouve qu'on est en sécurité, où on peut devenir épanoui, où il y a plein de possibilités. Et donc voilà, moi j'ai aucun regret d'être partie. Comme je disais tout à l'heure, c'est à refaire, je referai tout pareil. Et donc je sais qu'un jour Candice va partir et ce jour approche bientôt parce qu'elle veut partir à ses 18 ans ou peut-être à ses 19. Donc voilà, comment tu envisages, comment tu vois ça, ton retour? C'est quoi tes projets? Non, c'est sûr que j'ai très hâte de retourner parce que c'est vraiment l'endroit où j'ai grandi. Pour moi, je suis encore québécoise dans mon cœur. Du coup, c'est vraiment un moment que j'attends avec impatience. Et surtout que ça me fait pas peur du tout parce que c'est pas inconnu et j'ai déjà un peu toute ma vie que j'ai tracée, entre guillemets. J'ai l'université de rêve où je veux aller, je sais déjà quel métier je veux faire, où je veux habiter et tout. Et donc, je pense que c'est assez rassurant quand tu es arraché à ton pays et que tu te retrouves dans un endroit totalement inconnu. C'est rassurant de se dire j'ai un plan, je vais retourner à l'endroit où j'ai grandi. Et c'est un peu comme une bouée à laquelle se raccrocher. Donc, ouais. Et puis pour terminer, on vous a préparé quelques faits intéressants à savoir sur le Québec. Alors là-bas, au Québec, il n'y a pas de président de la République. Il y a le Premier ministre de la province du Québec qui est François Legault. Et il y a le Premier ministre pour le Canada qui est Justin Trudeau. Et en fait, là-bas, c'est une monarchie et le monarque donc, qui est chef de l'État est la reine Élisabeth II. Au Québec, au Canada, il y a 10 provinces. Le Québec est la province francophone. Et quand vous payez vos impôts, donc vous payez vos impôts à la fois au fédéral et au provincial. Les taxes sont non incluses dans les prix. Donc ça a été difficile au début de s'adapter à ça parce que quand vous faites vos courses, si vous avez prévu que ça va être $50, et ben en fait c'est pas $50 parce que les prix se rajoutent, les taxes se rajoutent à la caisse. Donc on sait le prix, le vrai montant à ce moment-là. Les pourboires, ou comme on dit au Québec, les types là-bas on se pose pas la question de si on donne un pourboire, on le donne, ça fait partie de la culture et c'est très mal vu de ne pas le faire. Là-bas, l'école commence à 5 ans. Donc les enfants vont dans des CPE, donc dans des garderies, avant cet âge-là. Le tutoiement des professeurs. Alors ça c'est intéressant parce que quand nous on est arrivés au cégep, donc nous avec l'habitude en France on voit nos professeurs, hein, donc là-bas nos professeurs nous disaient tout le temps non, dis-moi tu, et puis on les appelle par leur prénom et tout. Et j'ai trouvé ça bizarre, étrange, mais finalement je trouve que ça instaure une proximité et quelque chose qui fait que on est moins gêné, moins stressé. Il y a quelque chose je trouve que c'était bien en fait de tutoyer son professeur. La devise au Québec c'est je me souviens. Nous c'est en tout cas elle est aussi sur les plaques d'immatriculation là-bas sur toutes les voitures, c'est écrit je me souviens. Et quand vous demandez à un Québécois pourquoi la devise est je me souviens, souvent ils vont vous dire je ne me souviens plus. Mais en fait c'est relié à l'histoire du peuple québécois. Donc moi je ne saurais même pas vous l'expliquer, mais voilà. Donc il y a
plus de 500 000 lacs au Québec et 3 millions au Canada. Et donc, comme vous l'aurez compris, le dernier fait, c'est que là-bas, c'est le dollar canadien. Donc, voilà. Et je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Voilà.